littéraire sélective et qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il y a comme filière possible dans l'enseignement supérieur. Et puis, chacune d'entre nous vous présentera rapidement son parcours pour que nous puissions répondre à toutes vos questions. Vous pouvez intervenir n'importe quand dans le chat ou en prenant la parole. Hein, vu qu'on n'est pas nombreux, il n'y aura pas de problème d'interruption des uns par les autres, etc. On est vraiment là pour répondre à vos questions et pour vous aider, vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même si vous avez l'impression qu'on l'a déjà dit, même si vous avez l'impression que c'est une petite chose ou que ce n'est pas important. Tout peut être important et nous, on est là pour vous. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, Eric Loutobi, il faut autoriser le partage d'écran. Sinon, je ne peux pas partager mon écran parce que je ne suis pas animatrice. Tu disais? Oui, je voudrais partager mon écran Ok, et je ne ok. peux pas. Si... Ok. Ça y est, c'est bon. Alors là, j'ai coché un onglet, Ouais, peut-être que c'est bon. ça marche? Là, normalement, vous voyez tout mon écran si j'ai Ah, pas trop très de bien. choses. Ouais. Je vais peut-être même réussir à le mettre en grand. Voilà. Formidable. Donc, bon, ça c'est la diapositive de titre, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, on va parler de prépa, de cursus fac et de grandes écoles. Donc, on va commencer par définir très rapidement ce que c'est. Évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, ce qu'on appelle les prépas, ce sont les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'est des formations qui ont lieu en 2 ans, plus éventuellement ce qu'on appelle une cube. Donc, une cube, c'est un peu particulier, c'est une 3e année qui correspond en fait à un redoublement de la 2e année, mais comme les programmes changent, dans le système universitaire, ça vaut 3e année. Donc, ce sont des classes qui préparent au concours des grandes écoles, on verra ce que c'est après, qui ont un emploi du temps assez chargé. Généralement, ce sont des établissements publics, donc des cursus gratuits. Ce sont des cursus qui sont transdisciplinaires et généralistes, avec des programmes donc chargés et variés, qui sont nationaux, qui sont définis par les concours, mais en même temps, chaque établissement a quand même ses spécificités. Donc, le programme est le même d'un établissement à l'autre, mais les établissements ont quand même une certaine liberté d'enseignement qui fait que une prépa n'est pas égale à une autre, et que donc, d'où l'intérêt de se renseigner pour bien choisir. En parallèle, on a les universités, donc, qui sont des études avec des cycles de 3 ans, puis 2 ans, puis 3 ans, selon le système LMD, licence, master, doctorat. Ce sont des cursus plus spécialisés que la prépa, avec aussi plus de possibilités de construire son cursus, puisque dans chaque cursus universitaire, vous avez plus de temps libre, moins de cours, et donc vous pouvez avoir d'autres choses potentiellement importantes en termes de temps à côté, et éventuellement un double, voire un triple cursus, ce qui n'est évidemment pas tellement possible en prépa. Ce sont aussi des établissements qui sont généralement publics, même s'il en existe quelques-uns qui sont privés, et qui proposent une énorme variété de formations. Donc là, j'attire votre attention, à vous qui êtes en train de faire des recherches pour votre orientation, sur le fait que chaque université a ses cursus, et que même sous un même nom, sous un même vocable, vous pouvez avoir des cursus différents entre 2 universités. Donc il faut vraiment se renseigner sur le contenu, et non pas seulement dire je veux faire par exemple une licence de lettres modernes. Et ensuite, on a les grandes écoles. Donc les grandes écoles sont privées ou publiques. Il faut se renseigner là-dessus aussi, puisque les écoles privées peuvent avoir un certain coût, et les écoles publiques, au contraire, peuvent avoir, pour certaines, le statut de fonctionnaire stagiaire. Donc c'est le cas pour certains cursus à l'ENA, à l'ENS, à l'IX et à l'École des Chartes, peut-être dans pas mes connaissances. En fait, le statut de fonctionnaire stagiaire fait que vous êtes rémunéré pendant vos études et qu'après vos études, vous devez un certain nombre d'années à la fonction publique. Ce sont des écoles qui peuvent être soit spécialisées, soit généralistes. Des exemples, mais vraiment un tout petit peu comme ça pour vous montrer l'étendue des choses. Vous avez de la recherche et de l'enseignement à l'ENS par exemple, de la conservation et du patrimoine à l'école du Louvre, de l'épigraphie et tout un tas de recherches sur les travaux d'archives à l'école des Chartes, par exemple. Je parle des grandes écoles ensuite parce qu'elles recrutent généralement à Bac+2 ou Bac+3, avec une exception pour certaines écoles et notamment pour les IUP qui recrutent à ce qu'on appelle Bac0 ou à Bac+2 ou 3. Elles s'inscrivent aussi dans le système licence, master, doctorat, mais avec des parcours qui sont propres à l'école, donc qui peuvent se cumuler avec un parcours à l'université ou pas, et qui sont des cursus très souvent modulables. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de prépa parce que c'est un petit peu le gros truc en littérature quand on veut faire
des études un petit peu sélectives, un petit peu poussées tout de suite après le bac. Donc en prépa littéraire, il y a 4 filières. Aujourd'hui, on en représente 2, à nous 4, mais on va quand même vous parler vite fait des 4. Donc on a l'Hippocagne-Cagne, dite AL, qui prépare au concours d'entrée des ENS. L'ENS de Lyon dans les cagnes dites modernes, l'ENS de Paris dite Ulm dans les cagnes dites classiques, et l'ENS de Saclay, c'est pas dans des cagnes à part, mais c'est pour les anglicistes seulement. C'est une prépa qui est centrée sur les littératures, mais dans laquelle on fait aussi de la philo, de l'histoire, de la géo et des sciences humaines à Lyon, et une langue ancienne ou deux à Ulm, enfin, dans les prépas Ulm. On choisit une spécialité en Cagne, mais ce sont quand même des prépas où le poids est équilibré entre les 6 disciplines, donc on a quelque chose de très transdisciplinaire. À noter que les enseignements artistiques sont des options, donc c'est possible de continuer le cinéma, le théâtre, l'histoire de l'art en prépa, dans certaines prépas. Donc Lucie, Frédéric et moi-même avons fait une Hippocagne et une Cagne AL. À côté, vous avez la filière représentée par Mathilde aujourd'hui, l'Hippocagne et la Cagne BL, qu'elle prépare aussi au concours d'entrée des 3 ENS, mais dans un autre concours, dit concours BL, avec d'autres épreuves. Donc on y étudie les sciences sociales, le français, les langues, les maths, la philo et l'histoire, donc c'est un peu plus général. On a encore une fois un poids relativement équilibré entre les 3 disciplines. Vous voyez qu'on a là des disciplines très variées, qui débouchent donc sur des choses très variées aussi. Si mon ordinateur veut bien... Voilà, formidable. On a aussi donc 2 autres filières qui sont un peu plus rares, un peu plus originales, mais qui existent, il faut le savoir. Donc l'Hippocagne-Cagne CIR, qui prépare spécifiquement au concours de l'ESM de Saint-Cyr, donc c'est une école militaire qui se prépare exclusivement dans des lycées militaires, et dans laquelle on fait, dans ces prépas, on y fait beaucoup de sport et beaucoup de lettres et d'histoire, avec en plus de la philo et des langues. Et pour les plus historiens d'entre vous, on a l'Hippocharte Chartres, donc Hippocharte c'est le nom de la première année, Chartres de la deuxième, qui prépare au concours de l'École nationale des Chartes, et qui est très centré sur l'histoire et les langues anciennes, avec en plus des lettres et des langues, mais on a quand même, dans ces 2 prépas-là, CIR et Chartres, on a quand même un déséquilibre entre les matières, avec une spécialisation d'un côté sur histoire et sport en CIR, et de l'autre sur histoire langue ancienne en Chartres. Après une CPGE littéraire, il y a plein de choses qu'on peut faire comme poursuite d'études. Donc là, je vous ai mis la plupart de ce qu'on peut faire. Je ne prétends pas être exhaustive parce qu'il y a encore tout plein de cursus qui s'inventent en permanence. Donc vous voyez qu'on peut faire des écoles d'enseignement et de recherche, une école militaire, on l'a dit, des sciences politiques dans les IEP ou à Dauphine, qui est une université avec un fonctionnement particulier. On peut faire des écoles de commerce ou de management. On peut faire des écoles de langue, donc de traduction ou d'interprétariat. Je ne sais pas si c'est interprétariat ou interprétariat, je pense. Bref, pour être interprète, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. On peut faire donc le CELSA pour être journaliste. On peut faire de la cartographie. Alors ça, a priori, c'est quand même plutôt après une BL, mais tous les parcours sont possibles. Après une BL aussi, on peut faire certaines écoles d'ingénieurs. Et de toute façon, après toutes ces prépas-là, on peut aller à l'université. Donc, on peut rejoindre l'université en L2 après 1 an de prépa, en L3 après 2 ans de prépa ou en M1 après une cube. Tout en sachant que quand vous êtes en prépa, c'est obligatoire maintenant, vous avez une double inscription à l'université qui vous permet en fait d'aller à l'université sans sélection, un peu quand vous voulez, dans l'université avec laquelle vous êtes inscrite, qui est en partenariat avec votre prépa et dans laquelle vous êtes inscrite cumulativement. Toutes ces écoles ont des voies d'accès qui sont variées. Je vous ai dit, on peut y aller après une prépa. On peut y aller de plein d'autres façons aussi. Et notamment, Lucie pourra vous parler, si vous le souhaitez, pour l'ENS, du concours étudiant qui peut se passer après une prépa ou après 2 ans d'université, 3 ans pardon, d'université. Donc voilà pour une présentation un petit peu générale. Maintenant, je propose, si ça va à tout le monde, que chacune des intervenantes d'aujourd'hui vous présente rapidement son parcours pour que vous puissiez ensuite poser vos questions. Donc, je vais peut-être commencer puisque je suis en train de parler. Donc, moi, j'ai fait un bac L spécialité art plastique à l'époque, puisqu'on était de la génération des filières. Pour la petite histoire, j'étais en collège à Saint-Jacques et en lycée à Borda, donc je connais les établissements dont
certains et certaines d'entre vous. Et j'ai fait ensuite une hypocagne et une cagne à Louis le Grand avec une cagne spécialité lettres modernes. J'ai intégré l'ENS Ulm et je suis maintenant en triple cursus entre donc l'ENS Ulm, Paris 1, donc université Panthéon-Sorbonne dans laquelle je fais des arts plastiques, et un master de littérature comparée et littérature nordique à Paris 4, donc Sorbonne Université. Qui veut prendre la suite? Lucie, peut-être, ou Frédéric, ou Mathilde, peu importe. Je veux bien prendre la suite. Bon, par contre, je suis désolée, je voudrais bien allumer ma webcam, mais elle veut absolument pas marcher. Donc, vous devrez vous satisfaire de ce petit carré noir. Alors, donc, moi, j'ai commencé par une terminale S spécialité mathématiques, donc rien à voir avec la littérature. Mais j'avais un parcours pluridisciplinaire. Les prépas adorent les dossiers pluridisciplinaires. Donc, j'ai intégré Louis le Grand comme Marie. Et pour le coup, moi, j'ai fait une cube. Donc, j'ai redoublé ma caille. Ma troisième année était un choix que j'ai très apprécié d'ailleurs, parce que ça s'est mieux passé que la cagne, que ma première cagne. Il y en a qui n'aiment pas justement refaire une cagne, donc ce genre de choses sur lesquelles on doit beaucoup réfléchir. Dans ma prépa aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'étais inscrite à l'université de Nanterre, qui est intéressant parce que normalement, quand vous faites 3 ans de prépa, vous avez droit qu'à une équivalence de la L3, mais moi j'ai eu mon diplôme de L3 grâce à Nanterre. Toutes les universités ne font pas ça, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y réfléchir. Donc moi, je viens d'intégrer l'EPP. C'est une école privée, très peu connue. Pour dire, ça fait que 5 ans qu'elle existe. C'est une école qui a qui intéresse plusieurs disciplines. Donc il y a la littérature, la philosophie, l'histoire. Il y a eu des mathématiques, mais je ne suis pas sûre que le département rouvre. Par contre, ils vont normalement rouvrir la discipline de SES. Donc, c'est une école qui s'adresse à des passionnés. L'intégration est assez variable parce que on a une amie justement qui a intégré en L3 à partir d'un concours. Moi, quand je suis intégrée, c'était à partir d'un dossier où ils ne demandaient pas les notes ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ça s'adresse à ceux qui veulent apprendre plus. C'est très pluridisciplinaire. Donc, on a des cours de tronc commun, en fait, entre les filières. Donc, j'ai un cours d'histoire, par exemple, un autre de philosophie, sociologie. Et sinon, en lettres, on a des cours qui, en fait, préparent au CAPES et à l'agrégation, mais qui s'adressent à tout le monde, en fait, même si tu ne prépares pas forcément le concours. Donc, il y a la grammaire, stylistique, ancien français, cours de méthodologie, de CAPES et d'agrégation. Donc, ça, c'est une école qui s'intègre, en fait, assez aléatoirement, on peut dire, à partir de la L3. Moi, j'ai intégré en M1 pour le coup. Et même, ça intéresse aussi la formation continue de ceux qui sont déjà dans le monde du travail et qui veulent faire une passerelle vers le CAPES et l'enseignement. Oui, c'est ce que c'est pour l'enseignement, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le PP? Ah oui, du coup, c'est comme l'ENS, vous êtes inscrit à l'université à côté. Et moi, pour le coup, je suis inscrite à Paris Diderot en littérature comparée. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Je laisse la parole à Lucie, si elle veut, ou Mathilde. J'ai oublié quelque chose, Marie? Je ne pense pas, si ce n'est quand même peut-être un élément. Tu dis que c'est une école privée, c'est vrai, il faut quand même préciser que c'est une école qui ne coûte pas excessivement cher. Oui, elle ne coûte que 800 € par an, et surtout, il y a eu un concours de bourse cette année, et je crois que régulièrement, il va y avoir des concours de bourse, qui fait que ça m'a coûté que 200 € cette année. Bourse au mérite. Voilà. Parce que ça peut être aussi quand même un point déterminant. Oui, pour le coup, du coup, ça coûte moins que l'université. Personnellement, je n'ai pas de bourse pour l'université, le M1. Mathilde ou Lucie?
J'y vais alors si tu veux. Marie? Attends, je sais pas si vous m'entendez. Excuse-moi. Si, on t'entend, vas-y. Ok. Et je viens de me rendre compte aussi, Marie, parce que tu parlais de l'ESIT et j'ai passé le concours de l'ESIT, donc je peux parler du concours aussi de l'ESIT. Ok, donc bonjour à tous, je suis Lucie Liu et je suis à l'École normale supérieure, comme l'a dit Marie, en philosophie et en musicologie. Et parallèlement, je suis inscrite à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est une école axée sur la recherche aussi. Comme l'ENS, elle est d'autant plus axée sur la recherche que, en fait, pendant très longtemps, elle a été un centre de recherche pour les doctorants, et que c'est seulement à partir du début des années 2000, en fait, qu'ils ont commencé à ouvrir des masters. Et par conséquent, en fait, la formation est très proche en fait de la formation doctorale. Donc en fait, tout est axé sur un projet de recherche par lequel en fait on est pris. Donc en fait, pour s'inscrire à la HESS, c'est pas un dossier, mais c'est un dossier dans lequel il juge surtout sur un projet de recherche. Et d'autant plus qu'en fait, ton projet de recherche, tu peux que postuler à l'EHESS en ayant un directeur de recherche qui accepte de diriger ce projet de mémoire pour le master. Et donc, ils ont une formation très axée sur la recherche, donc on n'a presque pas de cours magistraux, voire pas du tout. Et donc, c'est souvent des séminaires qui ont des formes en fait de discussion. Donc, on est très peu dans un séminaire. Ils font des limitations et des quotas d'élèves, d'autant plus que là, on est dans une situation un peu particulière. Et ce sont des discussions qui sont entrées autour de la recherche avec des spécialistes du domaine. Donc, on a eu Jacques Rancière en art et Georges Duberman aussi. Donc, c'est des historiens d'art qui sont très connus. Et il y a aussi de la recherche-action, c'est-à-dire qu'en fait, on fait de la recherche et on fait de l'acquisition des connaissances en même temps sur des terrains. Donc, par exemple, à l'Opéra Comique, j'ai un stage de recherche là-bas, et au Muséum d'histoire naturelle ou encore au musée du Louvre. Et donc, c'est très axé sur la recherche. La plupart des masters sont des masters de sociologie et de sciences sociales, mais il y a de tout. Donc, moi, je suis dans le master art, littérature, langage, parcours, musique. Et en fait, c'est fondé sur le dialogue entre les disciplines, donc ils offrent de tout, ils offrent de l'anthropologie, de l'histoire, des sciences cognitives même, de l'archéologie, donc toutes sortes de choses, vous pouvez aller consulter sur le site, c'est très 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 riche. Et voilà pour le HESS. Ensuite, je suis en double diplôme avec HEC, Paris, donc j'imagine que tout le monde connaît. À propos du concours, donc pour les AL, en fait, les écrits sont les mêmes. En fait, on a une semaine d'écrit après la semaine d'écrit du concours AL pour le ANS, mais les épreuves sont les mêmes, sauf qu'elles durent 4 heures. Donc, en principe, c'est même plus simple puisque c'est 4 heures. Et avec une épreuve qui est commune à tous les filières, parce qu'en fait, toutes les filières peuvent postuler pour le concours d'HEC, donc qu'ils soient scientifiques, économiques ou littéraires, ils peuvent tous postuler au concours pour les écoles de commerce. Et une épreuve commune qu'ils ont, c'est la contraction de texte, où en fait, il s'agit de résumer un texte de plusieurs pages en un texte de 400 mots, je crois. Donc, c'est pas quelque chose de très difficile qu'on y est formé. Et quant à la forme et quant à l'oral, encore pareil. Ces mêmes oraux que ce qui se passe à l'ENS sont un peu plus simples, avec la particularité qu'ils ont aussi un entretien de personnalité. Donc c'est un peu comme un entretien de motivation, mais des fois ils te posent des questions un peu plus tordues. Moi j'ai eu, je ne l'ai pas eu cette année parce que les oraux étaient supprimés, mais pendant un entretien de personnalité blanc, j'ai eu si j'étais une licorne, qu'est-ce que je ferais? Donc bon, normalement on ne pose pas ce genre de questions, mais à HEC ils font un peu de tout. Et ouais, donc le parcours se structure en 3 ans avec une L3 dont moi je suis dispensée parce que je suis aussi à l'ENS en double diplôme, avec une M1 qui forme aux fondamentaux du management et aussi ils permettent aussi, ils donnent aussi une année de césure où ils nous donnent des fonds et ils nous aident à nos projets professionnels ou en nous aidant à trouver des stages ou même je crois que j'ai des amis en fait, qui ont des projets d'entrepreneuriat où ils lancent des startups et en fait, HEC les aide avec de l'argent, des spécialistes qui leur donnent des conseils, tout ça. Et en M2, on choisit une majeure, une spécialité qui figurera dans la mention de notre diplôme à l'issue donc de la formation. Et
Donc j'ai regardé, il y a les majors management, finance, droit, affaires publiques, médias, art, création, c'est la spécialité dans laquelle je suis, et journalisme. Donc, pour ces majors-là, il y a beaucoup de partenariats avec en échange avec d'autres écoles. Aux États-Unis, il y a MIT, Yale, il y a Polytechnique. En France, Sciences Po Paris aussi. Ils ont une classe préparatoire à l'ENA, avec le NSUL, mais Paris 1 en partenariat, parce que l'ENA, on n'accède pas à l'ENA directement à la fin d'une classe préparatoire, c'est à la fin plutôt d'un master. Et ouais, donc voilà pour HEC. Sinon, oui, j'ai passé aussi donc, le concours normalien étudiant en lettres pour l'ENS. Donc on peut passer, oui, on peut passer donc, le concours classe préparatoire et le concours normalien étudiant en lettres en même temps. Le concours normalien étudiant en lettres a lieu un peu plus tôt. En fait, on donne un dossier, on doit rendre un dossier vers mars ou début avril, donc un peu avant les concours écrits de classe préparatoire. Et ce dossier est fondé aussi sur un projet de recherche. Donc, en fait, on postule à un département. On ne postule pas à l'école, on postule au département, par exemple, philosophie ou art de l'école. Et donc, ça s'appelle la phase d'admissibilité. Et en fonction des dossiers qu'ils retiennent, après, on a une phase d'admission en juin où on passe une épreuve écrite. Donc, souvent, c'est à peu près la même chose que l'épreuve correspondante à la discipline pour le concours AL de la classe préparatoire, et un oral où il y a une partie entretien de motivation et une autre partie où ça dépend un peu plus des départements. Donc, des fois, en fait, c'est une conversation en anglais pour les langues. Pour la musique, j'ai eu un commentaire d'écoute d'une partition. Et voilà, donc ça dépend beaucoup des départements, mais ils ont leurs informations sur le site des départements, sur les sites des départements des écoles. Et enfin, pour donc l'ESIT, qui est l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs. Donc, moi, j'ai fait le concours pour le master d'interprétation de conférences. Et l'interprétation de conférences, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, il y a deux sortes d'interprétation de conférences. Il y en a une où, en fait, pour des grandes conférences type ONU ou ONG, on est dans une espèce de boîte noire au fond d'une salle où on traduit en même temps que la personne parle. Donc, si par exemple quelqu'un parle en français, je dois traduire en même temps qu'elle parle en anglais ou dans une autre langue. Et il y a une autre sorte d'interprétation où la personne parle et je traduis quand elle a fini de parler. Et pour les concours d'admission, il y a l'admissibilité qui consiste en une compréhension de texte par QCM. Donc, c'est un peu comme les épreuves d'IELTS de Cambridge, où c'est des trucs en fait, pour évaluer notre niveau de compréhension du langage. Et ensuite, on a une phase d'admission où il s'agit d'un oral où on doit faire de l'interprétation justement de sujets d'actualité, donc de textes sur des sujets d'actualité où le jury nous parle dans une langue A et on traduit ensuite dans une langue B. Et pareil pour langue C. Donc en fait, il faut connaître trois langues et enfin pas exactement être trilingue non plus, mais savoir parler dans les trois langues et pouvoir bien jongler entre les trois langues pour passer ce concours. Voilà. Je sais pas si on m'entend, mais je crois que j'ai fini. Ouais. Du coup, vous m'entendez? Oui, oui. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran parce que je l'ai toujours pas arrêté depuis tout à l'heure. Ah oui. On verra mieux. Alors, moi, du coup, j'ai aussi fait un bac S, quand ça existait. Donc, et après, j'ai été en BL. Donc, la BL, peut-être la spécificité, ça va être que c'est plus difficile d'y rentrer quand on avait fait L, donc quand on n'avait pas du tout fait de maths, parce qu'on a quand même un programme de maths assez conséquent, vu qu'on prépare des écoles aussi d'ingénieurs, etc., qui demandent un niveau de maths assez conséquent. Donc, ce sera peut-être la différence. Ensuite, sinon, tous les débouchés que Marie a présentés sont présents en BL. On a énormément de débouchés. La BL, du coup, c'est des sciences sociales, de l'histoire, de la géographie, c'est une option, la géographie, des langues, de la littérature, de la philosophie. Donc, c'est un peu de tout, finalement. Voilà, donc moi, j'ai fait 2 ans.
À la fin des 2 ans, donc j'ai passé le concours des ENS que je n'ai pas eu, mais que je ne visais pas forcément. Moi, j'ai coché la case au moment de passer mon concours pour l'ESIT dont a parlé Lucie. Donc j'ai été admissible et là, dans 3 semaines, je dois passer les épreuves qui me restent. Donc en fait, l'admissibilité, elle se fait sur les notes du concours de BL. Donc il n'y a pas d'épreuve à passer, juste à avoir des bonnes notes dans les épreuves de langue, en gros. Et ensuite, l'admission se fait sur des écrits. C'est de la compréhension, de la traduction et de la synthèse de texte. Voilà, donc bon, je peux pas trop en parler du coup vu que je l'ai pas encore fait. Mais voilà, et du coup, en attendant ce résultat-là, je suis partie en L3 à la Sorbonne. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les langues. Donc je suis en LLCER. C'est une formation de langue qui est plutôt tournée sur la littérature et la civilisation. Et du coup, je fais LLCER anglais et espagnol. Je fais une mineure, ce qui me permet de, à la fin, si je le souhaite, demander à avoir les 2 diplômes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous avez des questions, ensuite, je pense qu'on va passer à ça, parce que sinon, je vais perdre m'éparpiller, donc je préfère répondre. Voilà. Je pense qu'on peut toutes les 4 peut-être rouvrir nos micros, éventuellement nos caméras pour celles qui peuvent, et puis et répondre aux questions. Donc vous pouvez poser des questions en allumant votre micro ou en écrivant dans le chat comme vous voulez. Juste, je pense que je peux rajouter 2 choses sur le l'EPP. C'est que j'ai oublié, c'est que c'est une formation diplômante, donc on peut avoir un diplôme de l'EPP. Et ensuite, c'est une formation qui prend que quelques cours, donc peut-être 3 demi-journées qui permet comment on appelle ça, d'accorder son emploi du temps universitaire avec, on va dire. Et puis c'est des professeurs très passionnés qui viennent d'un peu partout, en fait, des professeurs à la retraite, des professeurs de la Sorbonne, etc. Voilà. Je peux poser une question? Bien sûr. En fait, bon, c'était vraiment très intéressant tout ce que vous avez dit. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Et attends, je vais laisser Noah vu qu'elle a une question. Comme tu veux. Bon, alors du coup, on répond d'abord à la question de Noah. La question de Noah, je pense, s'adresse à Lucie, Frédéric et moi, puisqu'elle demande pour intégrer une prépa à elle, est-ce qu'il faut être un grand lecteur? Alors, Qu'est-ce que tu entends par grand lecteur? Voilà. Parce que personnellement, il y avait beaucoup de classiques que je n'avais jamais lus avant d'intégrer à elle. Je pense qu'il faut lire. Il faut lire, il faut aimer lire, il faut lire pas trop lentement, mais on n'a pas besoin d'être non plus d'avoir lu tout Balzac pour intégrer une AL. Et aussi, pour intégrer la prépa AL, c'est pas très grave si on n'a pas tout lu et si on n'est pas encore un grand lecteur, mais c'est vrai que c'est plutôt pendant la prépa qu'on va devoir apprendre à beaucoup lire. Et même, en fait, à beaucoup lire, c'est dépend parce que, par exemple, moi je pourrais dire que les romans de Balzac, ça m'embête énormément et que, en fait, au niveau en lettres, en fait, j'ai jamais. Enfin, j'ai pas lu tant que ça pendant mes 3 années de prépa non plus. J'ai surtout lu beaucoup de philosophie et ça s'est très bien passé aussi. Enfin, en fait, ça dépend de. En fait, on choisit un peu ce qu'on lit parce qu'il y a tellement de choses à lire qu'au bout d'un moment, en fait, il faut faire des choix et que souvent on se base sur ce qu'on aime et c'est pas si difficile que ça au final. Et surtout, ce qui intéresse les lettres, je trouve, c'est pas d'avoir lu tous les romans de tous les grands auteurs classiques, c'est déjà de connaître, juste connaître et puis avoir lu des anthologies peut-être. En tout cas, les anthologies fournies par les professeurs ont été les sauveurs de mes dissertations, personnellement. Parce que j'avais pas envie de me taper l'éducation sentimentale en entier, par exemple, ou la Chartreuse de Parme. Donc, voilà, je pense que ça dépend un petit peu de la façon dont tu vas te spécialiser, même si on l'a dit, c'est un concours généraliste et des formations généralistes. Moi, j'ai lu énormément de littérature en prépa, mais moi, je suis passée en spé lettres modernes. Donc, alors que Lucie et Frédéric étaient en spé langue, enfin Lucie en spé géo, je crois d'abord, puis langue, et Frédéric en spé langue. Donc, ça dépend voilà, du parcours que tu veux.
de toute façon, il faut aimer lire et il faut vouloir lire, mais il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une puissance de lecture incroyable. De toute façon, la prépa sera aussi là pour la développer. Voilà. T'as répondu. J'espère qu'on t'a répondu. Jade, tu avais une question? Oui, ben en fait, moi je voulais vraiment revenir vraiment à la base, par exemple, au bac et tout ça, enfin le genre, par exemple, les moyennes que vous aviez pendant l'année et tout ça, pour que je puisse me faire une idée. Alors, bon, je pense que chacune, on va avoir une réponse différente à cette question. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, on peut te donner le genre de moyenne qu'on avait si tu veux, mais il faut savoir que d'un lycée à l'autre, par exemple, les moyennes varient énormément. Et que donc, ce qui est regardé au moment de la sélection, c'est pas forcément ta moyenne. C'est plus ton positionnement dans la classe, parce qu'il existe des lycées, par exemple les très très bons lycées privés parisiens, où si tu as 15, tu es premier de classe avec beaucoup d'avance. Alors que si tu es à Borda, là où j'étais, avec 15, tu n'es pas premier de ta classe, tu n'es pas mauvais, hein, loin de là, tu n'es pas le dernier. Mais tu vas vraiment pas dans les premiers.